Quand on découvre une série, un film, un livre, etc., il faut savoir qu'on les découvre avec en tête un certain nombre d'horizons d'attente, c'est-à-dire des idées qui viennent de nos précédentes lectures et que l'on s'attend plus ou moins à retrouver dans l'œuvre que l'on commence. Je sais par exemple que si je commence à lire Arsène Lupin, je ne vais pas rencontrer le même ton que si je commence à lire Garcia Marquez. C'est ce principe d'horizon d'attente qui fait que l'on va attribuer des rôles prédéfinis aux personnages que l'on rencontre. Dans les productions japonaises surtout, on rencontre souvent des équipes équilibrées avec des personnages opposés qui se font contrepoint les uns les autres pour ne pas trop faire basculer l'atmosphère générale dès le début de l'histoire. Ainsi, dans les cadets de la 104e brigade, puisque Mikasa et Annie sont des personnages féminins forts et imposants, et que Sacha est davantage le comique, on attribue presque par réflexe le rôle de jeune fille fragile et délicate à celle que l'on connaît tous alors sous le nom de Krista. Ce qui vaut à Historia une incompréhension majeure du personnage, et même plutôt que d'incompréhension, c'est presque d'indifférence dont on peut parler. Historia, c'est la petite poupée qu'on laisse de côté, parce que quand bien même elle joue un rôle décisif dans l'intrigue générale. Au début du manga, elle n'était rien de plus que la gentille, la timide, sans caractère, presque fade, amorphe, sérieusement, avant l'arc de l'apparition du titan bestial, qui se souvenait de son nom. Alors qu'en réalité, le parcours que réalise Historia n'est rien moins que l'un des parcours les plus impressionnants et révélateurs de tous les trajets philosophiques. Les transformations d'Historia ne sont rien moins que celles de Zarathustra, telles que les décrit Nietzsche. Attention, accrochez vos ceintures, on va vous montrer la blondinette telle que vous ne l'avez jamais vue, et au moyen d'un classique de la philosophie allemande. Je vais vous expliquer ça comme mon prof de Cagne me l'a expliqué, je vous assure que tout va bien se passer, vous allez tout comprendre, et ça va vous intéresser. Alors ce titre va vous faire rire, il nous fait rire à nous aussi, mais si vous avez déjà lu Ainsi parlait Zarathustra, vous savez que le premier petit comique c'est Nietzsche lui-même. La figure du chameau, c'est lui qui l'a choisi et c'est symbolique, c'est pas une vieille insulte nulle gratuite. Elle provient de l'œuvre intitulée Ainsi parlait Zarathustra, qui fait le récit intérieur du cheminement du philosophe. Ça n'est absolument pas un essai à thèse philosophique, Nietzsche n'essaye pas de théoriser un parcours psychiatrique type, c'est davantage un récit presque autobiographique, il raconte son propre trajet, son accès à la maturité, à une lucidité sur ce qu'il a été et sur ce qu'il veut être. Zarathustra, c'est une prise de conscience à travers 3 étapes symbolisées par 3 figures, d'abord le chameau, puis le lion et finalement l'enfant. Qu'est-ce que le chameau dans Ainsi parlait Zarathustra? Eh bien, c'est la figure de l'ascèse, de l'autoflagellation, du jeûne, du sacrifice. Le chameau est une bête besogneuse qui vagabonde dans le désert avec le minimum d'eau. Il est chargé de 2 énormes bosses sur lesquelles sont inscrites « Tu dois ». Le chameau, c'est le renoncement à soi-même. C'est se consacrer à un idéal absolu, au-delà de la simple personne. Pourquoi le chameau est-il dans cette optique d'ascèse? Vous voyez un peu le chameau à quoi ça ressemble? C'est grand, pas élégant, c'est tout rachitique, ça a 2 énormes bosses moches sur le dos pour rien, pas de griffes, pas de crocs, pas de carapace, c'est pas super rapide, ça bave de partout. Le chameau c'est un peu la loose, vous voyez. Il n'a rien pour lui, personne ne veut de lui comme animal totem, personne ne pense à lui, tout le monde l'oublie, c'est une espèce de Bertolt Hoover en animal. Le chameau, il n'a absolument rien pour lui, il est faible, alors que fait-il? Il éprouve du ressentiment. C'est quoi le ressentiment chez Nietzsche? C'est quand, sous l'effet d'une frustration précise, on adopte une attitude contre l'objet même de la frustration, en optant pour la valeur inverse. Genre, vous êtes un petit 6e, et là l'espèce de grosse brute de la classe de 3e arrive et vous pique votre goûter. Il est gigantesque, il est terrifiant, il effraie toute la cour de récré, et vous ne pouvez rien faire contre lui. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous jouez le pacifiste. Vous vous réfugiez dans des valeurs de non-violence. Non, mais de toute façon, il se fait du mal à lui-même. Ou bien, non mais moi au moins je peux me regarder dans un miroir. En fait, vous vous dites que c'est vous le fort, parce que vous ne tombez pas dans cette banalité qu'est la violence. Vous allez vous répéter ça pour compenser cette frustration d'être le plus faible des deux, parce que, qui sait, si vous aviez été fort comme lui, si vous aviez été à sa place, peut-être que ces valeurs pacifistes que vous défendez, vous n'en auriez rien à faire. Peut-être que vous seriez en train de taper sur les petits 6e pour avoir leur goûter. Ou alors, il y a cette personne que vous aimez en secret. Après de longs mois à soupirer, finalement vous vous décidez, vous allez avouer votre amour. Et là, la personne vous rejette. D'abord, ça va faire mal. Mais au bout d'un moment, vous vous direz peut-être « Non, mais elle est pas si bien que ça, en fait !» Ou alors « Ah, je comprends même pas ce qui a pu me plaire chez lui au début. » Et ça va finir par des « Oh bah heureusement que j'ai été rejetée, hein, je l'ai échappé belle !» Le ressentiment, en fait, c'est un peu de la mauvaise foi suite à une frustration quelconque. C'est montrer que le coup dur, que le négatif qu'on vient de prendre de plein fouet ne nous affecte pas finalement. On fait passer ce que l'on vient de subir comme s'il s'agissait d'un choix propre. Le petit 6e passe au-dessus de la violence du 3e parce qu'il milite pour le pacifisme. Et le chameau, c'est ce petit 6e. Il est dans le ressentiment de sa faiblesse. Il souffre de ne pas pouvoir être fort et de ne pas pouvoir s'imposer aux autres. Alors qu'est-ce qu'il va faire?
faire, bah il va prendre le contre-pied. S'il peut pas être fort, il va se faire une fierté d'être faible. Parce que vous voyez en fait la force, et bah c'est pour les nuls. La force c'est le truc des simples d'esprit. Moi chameau, je suis quelqu'un d'intelligent, de spirituel et j'ai pas besoin de quelque chose d'aussi futile que la force. Moi je traverse le désert avec mes 2 bosses et le minimum d'eau. Moi je m'impose des règles, des principes élémentaires et transcendantaux qui sont inscrits dans la chair même de mes 2 bosses. Tu dois. Je suis presque un saint en fait, et quand on me gifle une joue, je tends la seconde. Bref, revenons quand même au sujet principal de notre vidéo, à savoir Historia. Rappelez-vous du récit de sa jeune enfance. C'est une enfant illégitime de Rodrès et d'une domestique. Elle est élevée dans une ferme à l'écart du monde, et ni ses grands-parents, ni sa mère ne lui témoignent de l'affection. Sa mère ne lui adresse jamais la parole, et les autres enfants, eux, lui lancent des cailloux, alors bon, souvenez-vous des premiers mots que sa mère lui adresse. Si seulement je n'avais pas eu le courage de la supprimer. Elle est en trop, personne ne veut d'elle. Elle n'aurait pas dû venir au monde, elle a grandi en pensant qu'elle n'aurait pas dû exister. C'est l'idée principale qui a régi sa jeune enfance. Et alors que le mur mariage chute, Rodrès, qui vient de perdre sa famille après que Grisha ait récupéré le titan originel, retourne à la ferme, et pour une raison que j'avoue ne pas toujours avoir compris à ce jour, des membres des brigades spéciales arrivent, parmi eux tonton Kenny et Sguik Alma. Et jusqu'à la fin, alors que Kenny est en train de lui trancher la gorge, la mère d'Historia la renie, a des mots de haine pour sa propre fille. On a même failli la tuer aussi, si Rodrès n'était pas intervenu. Historia n'a jamais été aimée durant son enfance par personne. C'est ce soir-là que s'opère son changement d'identité. Quand son père, qu'elle rencontre pour la première fois, l'abandonne à nouveau et lui ordonne de prendre un nouveau nom, c'est la preuve ultime qu'Historia n'a jamais été aimée ou désirée par personne. Alors qu'est-ce qu'elle va faire ? Bah, elle va se transformer en chameau, dans le sens que, sous le coup du ressentiment, en réaction à toutes ces personnes qui la traitent de parasite, elle va se rendre indispensable et aimer gratuitement absolument tout le monde. Elle va être dans une posture de don de soi illimitée. Que fait Krista lors de ses 4 années de formation ? Premièrement, lorsque le sergent instructeur Chardiz sanctionne Sacha, Krista chope du pain et de l'eau en douce et les lui apporte. Sacha la voit alors comme une déesse, mission accomplie. Ensuite, Sacha a un gros complexe à propos de son accent, qu'elle juge trop campagnard. Krista essaie de lui faire comprendre qu'elle doit agir naturellement, telle qu'elle est, sans s'occuper de ce que pensent les autres. Et pardon, mais c'est peut-être le conseil le plus hypocrite de toute la série. Au cours de la session d'entraînement, dans la tempête de neige, lorsque Daz s'effondre, Krista prend la responsabilité de son fardeau et lutte contre les éléments pour le sauver. Et quand, au cours de la 52e expédition extramurale, Jean, Armin et Rainer se retrouvent coincés parce qu'il leur manque un cheval, qui ramène le dit canasson à bon port et donc leur sauve la vie, Krista et comment réagissent les 3 garçons, hormis Rainer qui nous sort son traditionnel « Je vais l'épouser ». Jean et Armin parlent d'une déesse et de Sainte Krista. À nouveau, comparaison avec une déesse. La déesse, c'est la figure féminine sans aucun défaut, que tout le monde loue, que tout le monde admire. C'est l'idéal, c'est le rêve pour une petite fille que sa mère a toujours ouvertement rejeté. Quoi ? C'est quoi ce visage éteint ? Vous n'êtes pas encore convaincus ? Pour vous, on se fait des idées ? Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs et mesdamoiseaux, accrochez-vous bien. Là, je vais vous sortir le top du summum des monstres d'arguments, la plus lourde des plus lourdes des preuves, si lourde qu'elle coule même dans la mer morte. Et en plus, une preuve si évidente, si claire, qu'elle en devient transparente et que vous la verrez peut-être même pas du premier coup. Attention, voilà. Et des quoi ? Vous voyez pas ? Ah bah je vous avais prévenu. Attendez. Elle porte le même nom que Jésus, bon sang ! Krista, c'est la version féminine du Christ. Jésus-fine Krista, l'illusion est parfaite. Ah non, mais si ça vous convainc pas, je sais pas ce qu'il vous faut là. Hein. Krista est un genderbend de Jésus. Non mais on rigole, mais je déconne pas moi, attendez. Je suis super sérieuse. Arrêtons-nous 2 petites secondes sur cette histoire de Jésus parce que je sens que là vous avez décroché, bande de garnements. Petit point théologique. Qui c'est Jésus dans la religion chrétienne ? Si je vais très vite, la Bible est divisée en 2 parties. L'Ancien Testament, ce qui est arrivé avant l'apparition de Jésus, et le Nouveau Testament, très grosso modo c'est sa vie. Dans l'Ancien Testament, vous savez, on nous explique que les premiers hommes sont Adam et Ève et qu'ils ont péché par orgueil au moment de manger le fruit interdit. À ce moment-là, Dieu les chasse du jardin d'Éden et les maudit eux et leurs descendants, c'est-à-dire nous. Par exemple, nous devrons travailler pour vivre et l'accouchement fera super mal. Merci poto, t'es un ange. Depuis Adam et Ève, tous les êtres humains sont des pécheurs dès leur naissance. C'est ça qu'on appelle le péché originel. Nous avons hérité de la faute originelle commise par nos parents, grands-parents, ancêtres lointains, Adam et Ève. Oui, pour le coup, ça fait énormément penser à ce que dit Kaya Agadi, mais c'est pas le sujet. Paf, Jésus arrive. Jésus aime tout le monde, et genre, c'est pas une caricature hippie, hein. Le rôle de Jésus, c'est d'appliquer sur Terre l'amour inconditionnel que Dieu éprouve pour ses créatures, les hommes. Mais quel amour inconditionnel puisqu'il les a maudits ? Je sais pas, hein. Me pose pas la question, petit être trop lucide. Faut savoir qu'il y a plein de paradoxes théologiques comme ça, et je suis presque sûre qu'un prêtre se sera chargé d'y répondre.
Toujours est-il que Jésus apporte l'évangile, ce qui veut dire bonne nouvelle en grec. Et la bonne nouvelle, c'est la parole chrétienne, c'est dire que Dieu est prêt à pardonner le péché originel. C'est comme quand des témoins de Jéhovah, en fait, viennent sonner chez vous pour vous parler de Dieu. Sauf que, comme quand vous mettez ces témoins de Jéhovah à la porte, Ponce Pilate et les juifs de l'époque, ils sont pas trop chauds à l'idée d'abandonner, leur identité, la culture dans laquelle ils ont grandi, pour un barbu un peu chelou en plus. Et au bout de 2 ou 3 mésaventures fort malencontreuses, Jésus se retrouve sur la croix. Ah, on va vite, je vous l'avais dit. Jésus, toujours selon les chrétiens, c'est celui qui aime tout le monde, et qui, a priori, n'a jamais fait de tort à personne. C'est l'innocence par excellence. Quand il est en train d'agoniser sur la croix, et qu'il dit à Dieu, en parlant des hommes, « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », quand il demande à Dieu de pardonner aux humains, malgré tout le mal qu'ils sont en train de lui faire, c'est un acte tellement bon, tellement désintéressé, que Dieu passe l'éponge non seulement sur la mort de son fils, mais aussi sur le péché originel commis par Adam et Ève, et dont souffrent tous les humains depuis. D'où la formule « Jésus est mort pour nos péchés ». Toi, là, devant ton écran, si tu as une chance d'aller au paradis, c'est parce que Jésus a été crucifié. Voilà, là, tu te sens bien, c'est le speech de base du christianisme à 2 ou 3 nuances près. Sauf que là, on sort la carte Nietzsche. Et la carte Nietzsche, c'est le +4 que redoutent tous les théologiens chrétiens. Quand on a parlé du ressentiment plus haut, comme quoi le pacifisme c'était un truc inventé pour se consoler d'être faible, ça concerne directement cet épisode de la croix. Et si Jésus était le roi des chameaux? Et si la mort de Jésus n'avait pas pour but de laver l'humanité du péché originel, mais au contraire de lui faire porter le poids du martyre d'un innocent? Et si Jésus était mort pour que chaque chrétien s'en veuille et vive avec cette culpabilité? Et là, les personnes de goût qui ont regardé le livre 6 de Kaamelott ouvrent grand leurs yeux. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui souffre et qui fait couler son sang par terre pour que tout le monde soit coupable? Tous les suicidés sont le Christ. Toutes les baignoires sont le Graal. Et vous savez qu'on s'est toujours demandé s'il n'y avait pas une inscription gravée au fond du Graal. Eh ben oui, il y en a une. Et au fond de la baignoire, il y a marqué « Vous m'avez bien cassé les couilles ». Alexandre Astier, dans la saison finale de Kaamelott, n'a ni plus ni moins que réinterprété Nietzsche. Nietzsche, il a donné la plus grande gifle qui soit à l'Église, et encore aujourd'hui, cette dernière ne s'en est pas relevée dans le sens qu'il n'y a pas un philosophe ou un théologien qui a su répondre de manière complète et satisfaisante à Nietzsche. Parce que du moment où tu essayes de défendre l'Église, ou Jésus, ou le pacifisme, ou le don de soi, automatiquement, c'est parce que tu es faible. Il n'y a aucune manière de sortir du schéma du chameau et du lion. Enfin, si, il y en a une, mais on en parle à la fin de la vidéo, on ne spoil pas. Bref, Jésus-Christ, selon la logique de Nietzsche, c'est celui qui se sacrifie pour les autres à l'excès, à tel point que les autres en viennent à culpabiliser. Et là, on a un personnage qui s'appelle Christa. Vous croyez vraiment, connaissant Isayama, son talent d'écriture, et étant donné tout ce qu'on a dit plus haut, que ce choix est innocent? Vous comprenez? Christa est dans le ressentiment d'Historia. Historia n'a jamais été voulue et aimée par qui que ce soit. Christa doit aimer tout le monde et être celle dont tout le monde a besoin. Comme ça, quand elle mourra, tout le monde la regrettera. Au final, c'est comme si elle se disait « Personne veut de moi? Vous verrez quand je serai plus là, je vous manquerai. » Ce ressentiment, avant même qu'on le comprenne, avant même qu'on connaisse le passé d'Historia, il y a une personne qui l'a compris. Et cette personne, c'est Ymir. Arrêtez de vous moquer de mes titres, Alors, Ymir. C'est un cas ultra difficile dans SNK, pour la simple et bonne raison qu'elle a été encore moins respectée qu'Annie. Annie, elle est peut-être coincée dans un cristal depuis au moins 20 tomes, mais elle a eu des moments de gloire et elle réapparaît régulièrement dans des flashbacks. Enfin et surtout, on a l'espoir qu'elle revienne. Ou pas. Par contre, Ymir, c'est encore pire. Elle était figurante dans les 2 premiers arcs, elle non plus personne n'avait retenu son nom, et elle arrive dans le 3e arc, et là c'est un renversement complet. Elle devient protagoniste, je rigole même pas, elle a plus d'apparitions, plus d'impact et plus d'importance qu'Eren dans cet arc. Et une fois que cet arc se termine, c'est fini pour elle. Sans exagérer, elle a un seul flashback à elle, et elle meurt seule, dans son coin, loin de la seule personne qu'elle a jamais aimée, après une existence pourrie. Je pense sincèrement qu'Ymir a eu le destin le plus tragique de toute la série. Sa vie, c'est un drame du début à la fin. Est-ce que vous êtes déjà arrêté sur ce duo miraculeux Christa et Ymir? L'une est une poupée parfaite quand à l'autre a le physique typique du garçon manqué.
L'une est l'incarnation même de la dévotion tandis que l'autre est une égoïste finie et antipathique. Ymir tourne Armin en dérision lorsqu'il croit avoir perdu Eren et toute son escouade, elle l'écrase, lui rappelle à quel point il est insignifiant, alors que bon, je pense que c'était la dernière chose à faire avec une petite tête blonde traumatisée. Elle écrase aussi Sacha, se moque de sa manière étrange de parler, touche Sacha là où ça fait mal, elle profite même de l'aide apportée par Krista pour que Sacha lui soit redevable. Quand Krista fait tout ce qu'elle peut pour sauver Daz, Ymir propose de le laisser sur place et de sauver leur peau en priorité. Krista est toute timide et réservée, on ne la remarque que quand il s'agit d'aider les autres. Ymir est bruyante, grande gueule, elle se moque des autres, elle n'en fait qu'à sa tête, impose son territoire, rit quand tout le monde pleure, écrase quand tout le monde compatit. Elle est forte et elle le fait sentir, elle jouit des effets qu'elle provoque sur les autres. Et ça, c'est la figure du lion, la seconde transformation dans Ainsi parlait Zarathustra. Le lion, à l'inverse du chameau, il est fort, il est puissant, il est beau, il a un pelage de feu, des pattes énormes, des crocs acérés et on l'appelle le roi des animaux. Il chasse non pas parce qu'il a faim, mais parce qu'il a envie de chasser. Pour le simple acte d'imposer sa puissance, de montrer que c'est lui le plus fort, parfois il épargne aussi, parce que c'est une autre manière de faire sentir que c'est lui le roi, qu'il a le droit de vie et de mort sur n'importe qui. Et quand on essaye de le raisonner, il nous tire un doigt. Ce qui est pas facile avec des pattes de lion, on est bien d'accord. Et puis il retourne gambader joyeusement à la recherche d'une antilope à tuer alors qu'il vient juste de terminer une gazelle. Ymir, elle se fout de tout, comme le lion. Des fois elle va écraser, comme le lion tue. Des fois elle va simplement laisser couler, comme le lion épargne. Elle n'a pas de principe, pas de morale, puisque la morale, c'est un truc de faible. Elle est forte, elle n'a de compte à rendre à personne. Elle vit pour elle, elle jouit de chaque jour comme elle l'entend. Alors qu'est-ce qu'elle peut bien faire avec Krista? Toutes les deux sont les antithèses l'une de l'autre. Pourquoi sont-elles tout le temps fourrées ensemble? À la limite, on pourrait comprendre Krista qui, dans la logique du dévouement autrui, essaie de sauver une pauvre âme perdue. Parce que si elle est gentille avec la fille détestée par tout le monde, ça ne fera qu'augmenter son mérite. Mais Ymir, qu'est-ce qu'elle peut bien trouver à Krista? Qu'est-ce que le lion peut bien trouver au chameau? En fait, selon Nietzsche, le lion était lui-même chameau auparavant. Il est devenu lion quand il a compris qu'il était dans le ressentiment de sa faiblesse. Dès lors, il a décidé de jouir de la force. Plus de morale, plus d'ascèse, fini tout ça, fini le chameau. Et qu'est-ce qu'on apprend sur Ymir dans la lettre qu'elle adresse à Historia? Que dans son enfance, on l'a prise pour jouer le rôle de quelqu'un d'autre, et pas de n'importe qui, celui de la déesse Ymir, de la figure féminine parfaite, de l'image même du dévouement. Lorsque les soldats Mar apparaissent pour démonter ce culte eldien, Ymir joue ce rôle de déesse. Elle se sacrifie pour sauver les autres. Et ça foire. Tout le monde est transformé en titan et là Ymir comprend la faiblesse de son rôle. Elle comprend qu'elle s'est sacrifiée pour autrui et qu'elle n'en a tiré que du malheur. Le chameau comprend qu'il a été faible pour rien. Quand Ymir tombe sur les jeunes guerriers et dévore Marcel, le précédent porteur du mâchoire, c'est une nouvelle opportunité que la vie lui offre. Et elle la saisit, elle la croque à pleines dents, elle jouit de la vie. Elle s'écarte complètement de ce qu'elle a été, elle en devient l'exact inverse. Elle ne vit que pour elle-même et personne d'autre, ce sont ses propres mots. Sa rencontre avec Krista, en fait, c'est une rencontre avec son propre reflet. Elle a été ce qu'est Krista aujourd'hui, c'est-à-dire une faible qui vivait dans le ressentiment. Et c'est pour ça qu'elle est toujours après elle, c'est pour ça qu'elle tourne ouvertement en dérision chaque tentative de Krista. Krista apporte de l'eau à Sacha, Ymir en profite pour demander que Sacha lui soit redevable. Krista veut sauver Daz, Ymir lui intime de ne pas s'occuper de lui. En fait, Ymir, elle essaye peu à peu de pousser Krista à dépasser le stade du chameau. Elle lui intime de se débarrasser de cet état d'assesse et de jouir de la vie comme elle le fait elle-même. C'est la raison pour laquelle Ymir souhaite que Krista reprenne sa véritable identité. Historia, c'est le nom qu'elle devrait porter pour se défaire de ce traumatisme de jeunesse. Son père a voulu la cacher. Elle devrait s'exhiber au monde entier, clamer haut et fort qu'elle existe et qu'elle vit pour elle et elle seule, qu'elle ne doit rien à personne sinon elle-même. En fait, Ymir, elle pousse Krista à l'émancipation. Elle lui montre que la mort en martyr que souhaiterait la Blanche-Neige dans la tempête de neige, en fait c'est quelque chose qui lui a été imposé, qu'elle n'a pas choisi. Et elle l'encourage à prendre sa vie en main. Elle lui donne envie de vivre, puisqu'elle s'occupe d'elle, elle lui donne des conseils, et en fait elle n'a Dieu que pour elle. Et pour la première fois dans sa vie, Krista a rencontré quelqu'un qui l'aimait, qui voulait qu'elle vive. Bah oui, parce qu'Ymir, en rencontrant Historia, a dépassé le stade du lion. Dans Ainsi parlait Zarathustra, la dernière transformation que connaît Nietzsche est celle de l'enfant. Le lion réalise bientôt que s'il jouit de sa force, c'est pour se venger d'avoir été chameau. Il est dans une optique de rattrapage. Le ressentiment est resté, mais il a juste changé l'objet. Vous voyez, le chameau il se disait « Puisque je suis faible, je m'en vais faire une fierté et entrer dans un état d'assesse ». Il est devenu lion, en se disant « Puisque j'étais dans un état d'assesse à présent, je vais entrer dans un état de tyrannie ». Et c'est là que s'opère la troisième transformation, qui aboutit à la disparition du ressentiment. L'enfant, c'est la maturité. C'est celui qui sait qu'il a été chameau puis lion et qui le prend en compte sans y accorder d'importance capitale. À présent, il décide de jouir de la vie. Non pas dans un rapport de force comme le lion,
mais dans un rapport d'émerveillement constant, de curiosité et de création. C'est l'état le plus difficile à appréhender des trois, et à vrai dire, c'est peut-être le moins évident dans les personnages d'Ymir et Historia. Ymir n'est pas lion quand elle est avec Krista. Elle prétend un peu partout qu'elle est égoïste, elle affiche même ce masque d'égocentrisme avec fierté. Mais l'a-t-elle été une seule fois? Dans la logique du lion qui veut jouir de la vie comme il l'entend, elle ne se serait même jamais engagée dans l'armée. Et là, pour suivre Krista, elle va s'engager dans le bataillon d'exploration, ce qu'il y a de plus vertueux et de plus glorieux, où on retrouve des gens comme Erwin Smith. Erwin Smith, si vous avez vu notre vidéo à son propos, vous savez que c'est un monstre d'héroïsme et de dévouement à l'humanité à première vue. Eh bien Ymir, qui montre à tout le monde à quel point elle s'en fout de tout, à quel point elle fait ce qu'elle veut quand elle veut et pour elle seulement, qui a eu une enfance absolument lamentable et qui a passé 60 ans prisonnière de sa forme titanesque, alors qu'elle a enfin l'occasion de vivre 13 pauvres années de liberté, va affronter les pires abominations qui ont vécu sur cette planète, et pour Krista. Et en plus, comme la blondinette joue un rôle, comme elle n'est pas sincère, Ymir n'a aucune preuve que son affection pour elle lui soit réciproque. Ymir n'attend rien en retour, c'est un dévouement total, c'est un sacrifice. Et en parlant de sacrifice, lorsqu'ils sont bloqués sur la tour de garde de trucs chouettes là, alors que c'est le dernier mot pour Krista, lui intime de ne vivre que pour elle-même, que fait Ymir? Elle se bat, bon sang, elle risque sa vie pour Krista, elle pourrait fuir, elle a le titan le plus rapide des 9 titans primordiaux, et elle affronte une vingtaine du titan à elle seule, alors qu'il y en a qui font 4 fois sa taille. Et finalement, lors de l'opération de sauvetage des reines, quand Reiner et Bertholdt comprennent, après le cri de la tête brûlée, qu'ils possèdent le titan originel, Ymir réalise que la contre-attaque Mar est pour bientôt, et que si elle veut que les deux guerriers repartent, elle doit se rendre, et elle le fait. Elle qui a toujours dit à Krista de profiter de la vie de manière égoïste, elle renonce à la sienne pour quelqu'un d'autre. Mais ces sacrifices ne sont certainement pas mus par le ressentiment. Ymir n'est pas retombée dans son état de chameau à 7. Tout ce qu'elle fait, elle le fait par amour pour Krista. Alors amour fraternel, romantique ou platonique, ça c'est vous qui voyez. Mais de fait, Ymir est vraiment happée par la personne de Krista et elle fait tout pour la protéger. Elle est motivée par cette affection et elle tente de remettre Krista sur le droit chemin, de l'empêcher de commettre la même erreur qu'elle. Il ne faut pas que Krista reste plus longtemps dans son état de sacrifice et quand Ymir lui dit de vivre sa vie la tête haute, elle l'encourage à s'imposer et à se défaire des mots de haine proférés par sa mère. Ce que fait ensuite Historia. Dans un premier temps, elle est perdue entre ces deux personnalités, elle ne sait plus trop bien comment se comporter. C'est pour ça qu'elle n'a plus d'expression sur ce visage, qu'elle a toujours l'air endormie ou saoulée. Vient le moment ultra important que Wit Studio n'a même pas fourré puisqu'ils l'ont oublié et glandu. Quand Levi révèle que le plan d'Erwin consiste à placer Historia sur le trône, eh ben ça lui fait un peu bizarre à la blondinette. Et devant sa réticence, Levi la chope par le col et lui met un peu la pression. Mais quand il lui demande ça, ce que ça veut vraiment dire pour Historia, c'est de revenir à l'état du chameau. C'est de redevenir celle qui se sacrifiait tout le temps pour les autres. Ce serait une régression, puisqu'Ymir lui a appris à ne plus se laisser faire, à ne plus laisser les autres choisir pour elle, à agir en lion. C'est la même chose dans la caverne d'Erès, où son père lui dit de se transformer en titan en omettant soigneusement la partie à propos des 13 ans, quel salaud, et donc de renoncer à son libre arbitre. Carrément. Ah bah niveau saloperie, les pères de l'attaque des titans ont un sacré niveau, faut le reconnaître. Quand son père lui demande de s'injecter le sérum et de dévorer Eren et qu'elle lui fait un magnifique morat, Historia devient le lion dans sa pleine puissance. Elle dit fuck à son père puis fuck à Eren qui a cru qu'il était une plaie pour l'humanité des murs. Elle le cogne et lui enseigne presque la doctrine d'Ymir. Arrête de te plaindre et jouis de ta vie gros bébé. Alors, lion, elle ne l'est pas complètement, puisqu'elle vient quand même en aide à un Eren désespéré. Puis s'ensuit la confrontation avec Levi et Erwin. Déjà, elle envoie promener Levi, en mode tu me dis pas ce que j'ai à faire, Nabo. Ensuite, Erwin, elle tient tête et réussit à le convaincre de la laisser participer à l'opération contre tout raisonnement. Alors que, on l'a vu dans notre vidéo sur Erwin, le Major raisonne toujours de manière pragmatique. Ici, elle le fait fléchir sur ses principes. D'abord Levi, puis Erwin et enfin son propre père. Ce sont 3 figures d'autorité qu'elle fait fléchir. Elle sait s'imposer désormais et ne laisse plus personne dicter sa conduite. Et si finalement elle accepte de devenir reine, si elle se joint à l'opération et suit les directives d'Erwin, elle nous fait bien comprendre que c'est parce qu'elle l'a décidé. Si elle accepte ce rôle de responsabilité et de dévouement qui pourrait la faire retomber dans le rôle du chameau, c'est parce qu'elle le veut et l'assume, et pas parce que Levi l'a un peu secouée ou parce qu'elle ressent le besoin de se faire aimer, comme lorsqu'elle était encore Krista. Elle est devenue une femme forte, qui fait ses propres choix moraux, qui dédie sa vie aux autres parce qu'elle en connaît la nécessité et l'accepte. Preuve en est qu'elle participe à l'opération contre Rodrace alors que la logique voudrait qu'elle aille se mettre en sécurité. On a encore cette scène finale qui conclut l'arc du soulèvement où, juste après son couronnement, Historia vient cogner Levi et lui défie de rétorquer. C'est
une manière de faire comprendre qu'elle ne compte pas redevenir la petite sainte dévouée et conserve un peu de lion en elle. Finalement, et c'est ce qu'il y a de plus beau dans ce duo, au moment où elles se quittaient pour ne plus jamais se revoir, les deux jeunes femmes se libéraient l'une comme l'autre du ressentiment. La maturité de l'enfant chez Ymir s'est traduite dans la manière dont elle a sauvé Historia de Krista, parce que ce sont bien ces mots à elle qui ont sauvé la vie de l'héritière Rhys dans cette caverne. Et chez Historia, cette maturité s'est manifestée dans la capacité à se respecter soi-même autant que les autres. Et c'est là que les animaux only quittent la vidéo. Parce que la dernière petite partie concerne ce qui arrive à partir de la saison 4. Donc allez-y, hop hop hop, bisous. Et maintenant les lecteurs, retroussez vos manches. On se penche sur les événements jusqu'au chapitre 119, volume 30. Ça serait presque parfait si ça s'arrêterait là, il n'empêche néanmoins qu'Ymir s'est sacrifiée parce qu'elle voulait qu'Historia soit saine et sauve et vive sa vie comme elle l'entendait. Est-ce qu'Historia l'a vraiment fait? Au chapitre 106, après la fin de l'attaque de Liberio, Armin révèle ce qui s'est déroulé au cours des 4 années d'Ellipse. Nous apprenons les négociations entre Zik et l'île du Paradis à travers la médiation de Kiyomi. Les pages défilent, nous découvrons que l'une des conditions était qu'Historia perpétue la lignée royale et hérite du titan bestial de Zik. C'est-à-dire qu'elle devait non seulement se condamner à mourir au bout de 13 ans, mais qu'elle devait aussi sacrifier tous les enfants qu'elle pourrait avoir, enfants à qui elle aurait donné le jour exclusivement pour remplir ce rôle de porteur. Anti prend conscience de l'ampleur de ce qu'on lui demande, ses réticences nous sont clairement affichées, toutefois Historia s'apprête à accepter. Mais Eren repousse farouchement l'offre et le chapitre se conclut pourtant sur l'image du ventre rond de la reine. Alors à la sortie de ce chapitre, la fandom a explosé. Tout à coup, le cheminement d'Historia était balayé par les exigences de Zik. Tout à coup, elle doit retomber dans ce sacrifice extrême d'elle-même. Est-ce que c'est la même chose avec l'accession au trône? Il y a quand même une sacrée marge entre prendre des responsabilités politiques et donner d'abord son intimité. Bah oui, parce que il a bien fallu qu'elle tombe enceinte. Ensuite, sa vie et enfin celle de ses enfants. C'est le sacrifice suprême que réalise Historia. Les rares fois où on l'a revue depuis, c'est presque toujours avec cette image de la femme enceinte, fatiguée, qui attend sur sa chaise. Ça n'a plus rien à voir avec la jeune fille forte qui voulait prendre son destin en main avec le parricide. Elle est presque une martyre. À présent, l'enjeu sera de savoir dans quelle mesure Historia a choisi ce qui lui arrive. Va-t-elle survivre à son accouchement? Est-ce son enfant qui va conclure le manga avec cette dernière image? Il y a encore trop d'inconnus pour deviner son futur dans la série, néanmoins il y a peut-être quelque chose qu'on peut espérer. Sa rencontre avec Falco. Pourquoi? Parce que la mort de Porco au chapitre 119 a largement redistribué les cartes. Falco est désormais le nouveau porteur du titan mâchoire, et donc l'héritier d'Ymir. Or, le titan mâchoire, aussi loin que l'on puisse remonter, a toujours eu à voir avec cette notion de sacrifice de soi. Marcel, le premier titan mâchoire que l'on connaisse, a été dévoré par Ymir en sauvant Rainer. Il est la figure du soldat héroïque par excellence. Ymir, quant à elle, elle s'est sacrifiée pour sauver Historia et a été dévorée par Porco ensuite. Enfin, quand Falco a été transformé en titan par Zik, Porco s'est sacrifié pour que Falco redevienne humain. Est-ce que, en retrouvant Historia, l'esprit d'Ymir, à présent abrité par Falco, pourra lui redonner go l'existence, lui servira de piqûre de rappel sur le fait qu'il ne faut pas vivre pour les autres uniquement? En petit mot de la fin, nous aimerions bien nuancer l'assimilation avec Zarathustra. Dans notre vidéo sur Erwin, on nous avait notamment fait remarquer que c'était peut-être un peu hors sujet de nommer des philosophes occidentaux pour parler d'une œuvre japonaise, et que c'était peut-être un peu trop occidentaux-centré. Et c'est vrai qu'il aurait été très pertinent de regarder les philosophes de la morale japonaise pour avoir une idée de l'inspiration directe d'Isayama. Après, ce sont des assimilations qui nous paraissent pertinentes pour comprendre l'intérêt de tel personnage, mais jamais on n'osera dire que pour réaliser Erwin Smith, Isayama a pensé à Machiavel, parce qu'il y a très certainement des équivalents japonais que nous, lecteurs français, ne connaissons pas. Et c'est pareil ici, Zarathustra se prête particulièrement bien à la lecture des personnages d'Historia et d'Ymir, mais en aucun cas on ira affirmer qu'elles y font directement référence. Ce qu'il y a de bien avec la philosophie, c'est qu'en cherchant à l'échelle de l'homme, elle est capable de se défaire des frontières culturelles. Merci d'avoir regardé notre vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous faire savoir en commentaire ou en la partageant, à nous laisser votre avis sur le duo Ymir-Historia. Vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook L'Attaque des Titans France, sur notre Discord du même nom, tous les liens seront en commentaire. On vous fait de gros bisous sur vos joujouflus, et on vous dit à bientôt.